Salut les potos, bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le mois dernier, vous découvriez avec moi cette machine derrière, à savoir le Velt G100, qui est un vélo fabriqué en Europe et abordable pour les petits budgets. Eh bien, je vous l'avais promis, j'ai décidé de me lancer un défi avec pour en tester les limites. Quoi de mieux que la plus populaire des grands fondos en Italie, l'équivalent de notre étape du Tour, à savoir la Maratona des Dolomites. Alors non, malgré son nom, la Maratona n'est pas une course à pied, mais bel et bien une grand fondo ou une cyclo, avec un parcours au dénivelé assez similaire à celui de l'étape du Tour. Voilà pourquoi je l'ai comparé, également parce qu'elle se déroule le même week-end, ce qui explique que nous, Français ou francophones, souvent ne la connaissions pas, parce que, et oui, l'étape du Tour, c'est la reine des cyclos chez nous, et pourtant, elle gagne à être connue, et vous le savez, sur la chaîne, mon but est de vous faire découvrir des pépites. Et bien voilà pourquoi je me suis lancé le défi de cette cyclo-là, d'autant plus parce que les Dolomites en Europe offrent l'un des spectacles les plus fabuleux possibles. Et en plus de ça, eh bien, il s'agit d'une très grosse orga avec une route totalement fermée pour près de 8000 participants cette année. Bref, du beau spectacle à condition d'avoir les conditions justement météo au rendez-vous, ce qui n'a pas franchement été notre cas, mais vous le savez, quitte à se lancer des défis, autant que ce soit épique. Et bien, pour ajouter un peu de sel à tout ça, j'avais décidé de me lancer dans les plus de 4000 mètres de dénivelé avec cette machine qui pèse donc près de 12 kg d'origine, à laquelle j'avais rajouté, comme à mon habitude sur les cyclos, vous le savez, quelques petits bagages pour être sûr de parer à toute éventualité, avec quelques petits outils, de quoi manger en autonomie et surtout de gros bidons thermos de chez Zefal, même si clairement c'était pas la chaleur qui allait nous étouffer ce jour-là. Je l'avais dit que ce serait épique. Eh oui, forcément. 4000 de D+, c'est pas suffisant avec un vélo à 13 kg. Non. La flotte, le froid, on a l'habitude. Allez, on y va. Par rapport à la machine de série donc, que je vous ai présentée le mois dernier, dont vous pouvez retrouver en suggestion la vidéo si vous ne l'avez pas vue, je n'ai changé que très peu de choses finalement. Outre la selle, où j'ai mis ma selle sur mesure MySaddle, là aussi une vidéo que vous pouvez retrouver si vous ne l'avez pas vue, parce que j'avais prévu de faire de longues heures dessus, donc clairement j'ai pas pris le risque, et c'est d'ailleurs la selle que j'utilise la plupart du temps en gravel, raison pour laquelle je l'ai montée sur ce vélo, pour être certain de ne pas avoir de douleur au bout de 5 ou 6 heures sur ma machine. Et d'ailleurs, je peux spoiler, je n'en ai absolument pas eu, donc c'était une totale satisfaction de ce côté-là. L'autre changement, vous l'avez compris, puisque j'ai mentionné le gravel, c'est un vélo qui est livré dans cette configuration-là, avec des pneus donc crantés. Je les ai changés pour des pneus en 32 mm pour garder quand même une section large, privilégier le confort, vous l'avez compris, c'était quand même le maître mot de cette aventure, gonflé à 4 barres. J'aurais même pu mettre un peu moins vu les conditions météo très changeantes. Là aussi, on est en plein milieu des Alpes et en altitude, donc les conditions selon la vallée changeaient très fréquemment. On a pu avoir du soleil par moment, de la brume, de la pluie, du vent, donc il fallait prévoir de quoi s'habiller, se changer. Globalement, les températures n'ont pas été si basses que ça, et puis en montant, croyez-moi, on a rarement froid. Par contre, il faut se couvrir à l'abord des descentes forcément. Mon conseil est toujours de se couvrir un peu avant le sommet pour pouvoir commencer à se réchauffer dans les vêtements de descente et ne pas s'arrêter trop longtemps au sommet pour ne pas se refroidir tout simplement. Bien que j'avais une stratégie bien différente de mes Strade Bianche où je ne me suis absolument pas arrêté et j'étais un peu plus en modalité course. Là, je me suis arrêté à peu près partout. J'ai goûté à toutes les spécialités locales, voilà, mais c'était aussi l'état d'esprit. J'étais un peu plus loin sur la grille d'ailleurs qu'au Strade Bianche, ce qui explique un départ assez tranquille parce que il faut slalomer pendant de longs kilomètres, le temps que tout ça s'éclaircisse un peu. Et oui, 8000 au départ, malgré les différences, ça fait du monde. Et puis, on rencontre souvent tout au long de la route des connaissances, ou bien on fait connaissance. J'ai notamment croisé Paolo, qui nous a fait cette cyclo en mode Heroica. Il est parti avec son maillot en laine et son vélo avec
un seul pignon à l'arrière. Alors le maillot en laine, vu les conditions, c'était pas très dur à supporter, mais par contre l'absence de changement de braquet, il faut quand même avoir un sacré mental. Donc à côté de lui, mon défi avec un vélo premier prix, eh bien je dois dire que je me suis senti tout petit. Bravo à lui en tout cas, et c'est un bel exemple qui démontre qu'on peut se lancer tout type de défi avec tout type de matos. Évidemment, il faut un peu adapter ses ambitions. Et puis tout au long de la route, j'ai rencontré aussi d'autres potos comme le poteau Alan de chez DCN en Italie, un ancien collègue avec qui j'ai pris le temps de discuter un peu. Et puis je me suis rendu compte que j'étais pas mal en retard sur mon horaire de passage prévisionnel. Je me suis remis un petit peu à pédaler. C'est toujours difficile quand on part dans un faux rythme ensuite de forcer. Donc dans les pourcentages les plus élevés, j'étais content d'avoir les développements gravel, à savoir un 30-36 qui m'a permis de mouliner globalement pendant mes longues heures de sortie. Mais c'est vrai aussi que ça relançait un peu moins fort en sortie de virage dans les courbes en montée, du fait d'avoir des roues en alu et un cadre en aluminium forcément. Premier incident sur la route, j'ai un autre poteau, le poteau Luc de chez Casque, qui m'appelle en haut du Passo Valgarden qui offre une vue magnifique. Là, il faisait encore beau et qui me dit, avec son Colnago à 15 000, j'ai pété la chaîne. Alors là, improbable. Je vous invite d'ailleurs à revoir le tuto sur les correspondances de cassettes parce que c'est un exemple typique. Il a voulu augmenter du coup ses braquets pour avoir de quoi passer les plus forts pourcentages, sauf que, eh bien, il n'a pas pensé à la chose à faire, c'est-à-dire rallonger sa longueur de chaîne. Il a croisé et tout s'est bloqué, un maillon s'est tordu et il s'est retrouvé bloqué donc avec une chaîne endommagée en haut de ce col en pensant devoir abandonner, et c'est là que le Potoflow rentre en jeu. Maintenant j'ai compris pourquoi on part à 6h30 du matin. C'est une vraie aventure. Ok. Amazing. Here we are. Woo! Voilà. Florian, the legend. Et voilà pourquoi je pars avec ça. Incident mécanique terminé, Luc me remerciera jamais assez, il a pu finir la cyclo de ses rêves grâce à cette intervention. Bref, tout ça pour vous dire que oui, une cyclo, ça reste un événement en autonomie, même s'il y avait des points Shimano un peu partout pour réparer d'éventuels problèmes mécaniques, eh bien, il n'y a pas l'assistance qui vous suit derrière et qui est prête à s'arrêter au moment clé. Donc pensez à tout prévoir. Vous pouvez d'ailleurs revoir ma série dédiée sur la préparation d'une grande fondo ou d'une cyclo avec une vidéo par thématique, nutrition, préparation, matériel, etc. Donc je ne vais pas développer aujourd'hui. J'en profite pour vous présenter d'ailleurs les autres participants à ce défi, notamment le poteau Ilias qui m'a accompagné et qui était derrière la caméra la plupart du temps, même si il m'a lâché en cours de route à cause du changement météo et est parti sur la médio fondo alors que moi je me suis tapé la longue. Bon, je le remercie en tout cas de m'avoir un petit peu attendu parce que c'est quelqu'un qui a dans les pattes ce genre de cyclo en 5h30 ou 5h40, chose qu'il a déjà réalisé l'année précédente. En tout cas, derrière un influenceur, il y a toujours un mec qui pédale encore plus fort pour pouvoir filmer. Et oui, donc bravo à lui. Et puis, eh bien, une autre belle rencontre lors de cette marathona, eh bien, c'est tout simplement le poteau Safa que vous connaissez certainement à travers ses vidéos de Tom Pidcock en descente. C'est un gros descendeur et vous connaissez ma passion pour cette discipline. Ça restera d'ailleurs ma seule frustration de cet événement parce qu'à cause des conditions météo et bien forcément du peloton très nombreux, eh bien j'ai pas vraiment pu prendre le plaisir que j'aurais voulu dans les descentes. Mais heureusement pour nous, on a eu quelques jours qui précédaient l'événement avec du beau temps et l'occasion avec le poteau Safa de se faire quelques petites descentes filmées. Voilà, très cool. J'espère qu'un jour il viendra. Je lui ai donné l'invitation sur l'Etna pour faire un petit tournage en mode très engagé dans la descente sablonneuse de l'Etna. Voilà, parenthèse refermée, on reprend notre course donc en haut du Passo Valgardena. D'ailleurs, je vous ai assez peu parlé de ce parcours magnifique qui passait également donc par le Port d'Oï, qui est l'un des cols les plus empruntés ces dernières années par le Tour d'Italie, et également par le Passo Gio, qui a été un enfer, un peu moins de 10 km, mais quasiment entre 9 et 10% de moyenne, tout le temps. Et là, j'étais bien content d'avoir mon braquet gravel. J'ai vu beaucoup de stratégies du slalom et heureusement pour moi, si j'avais un vélo lourd, eh bien j'avais un vélo adapté, ce qui m'a permis de garder la cadence malgré les pourcentages.
J'étais très content de mon choix. Si vous vous souvenez, j'avais un peu évoqué le fait que je voulais vraiment tenter une cyclo avec un vélo au prix abordable et j'ai longtemps hésité avec mon vieux Look, ma vieille machine qui aujourd'hui sur le marché de l'occasion coûte relativement peu cher, certainement autour des 500 € et qui était pour autant un top de gamme dans les années 2000, équipé Endurace, frein à patin, avec les fameuses Xerium qu'on a tous eu. Certes, c'est un vélo qui coûte peu cher, mais c'est aussi un vélo léger, qui a des braquets pour autant assez limités, avec un 39-25, et oui, c'était les standards de l'époque. C'est ce qui a fait pencher la balance en faveur de ce Velt, qui est certes beaucoup plus lourd, mais aussi beaucoup plus moderne, avec notamment des freins à disque hydrauliques, du Shimano GRX, qui ont fait leur preuve, et j'étais bien content de les avoir, notamment sous la pluie battante dans les descentes. Donc voilà, avec des pneumatiques plus larges et des développements, vous l'avez compris, plus permissifs. Donc à choisir, c'est à vous de voir si vous devez acheter une occasion avec un petit budget ou du neuf d'ailleurs. Ce sont des critères à prendre en considération en fonction des parcours que vous faites le plus fréquemment. Vous allez avoir cette limite sur des vélos un peu plus anciens que sont les braquets, les sections pneumatiques et également les freins traditionnels. Mais d'un autre côté, sur un vélo neuf, vous aurez certainement un vélo plus lourd pour un budget assez équivalent. Bref, tout au long de la route, vous aurez remarqué, j'ai rencontré tout type de cyclistes en partant du Poto Paolo qui roulait donc en mode Heroica jusqu'à ceux en combi quasiment de contre-la-montre avec des vélos ultra aéro et des roues en 60 mm. Il y en avait pour tous les goûts, pour tous les budgets. Ça aussi, c'était un peu l'idée de vous démontrer que ce genre d'aventure est évidemment possible si on a un vélo premier prix, à condition de s'entraîner évidemment, c'est ça le plus important. Il faudra un peu adapter l'ambition que vous avez forcément et d'ailleurs je vous propose d'aller directement aux chiffres clés puisque j'ai terminé cette aventure en compagnie du poteau Luc, donc qui s'est senti redevable jusqu'au bout, en tout juste moins de 7 heures, c'était mon objectif. Évidemment, les conditions s'étaient un peu dégradées au fur et à mesure de la cyclo, j'ai forcé un peu plus pour rentrer dans les clous, et je termine donc en 6h57, pour 215 watts de moyenne. Ce qui est assez intéressant, c'est que j'avais utilisé l'outil Otacam, que là aussi vous avez sûrement déjà connu sur la chaîne, qui permet de simuler en fonction des données GPX, donc du parcours que vous chargez dans l'application, simuler votre effort en fonction de votre forme du moment, votre FTP. Donc l'algorithme me prévoyait un temps de 5h35 pour 227 watts de moyenne. Au final, j'ai fait une dizaine de watts de moins, qui peut être expliqué par un départ relativement lent, le fait que j'ai dû m'arrêter également pour l'incident mécanique, et également les conditions météo qui n'étaient pas franchement favorables au fait de pousser un peu plus. Je pense sinon que j'aurais été dans ces eaux-là, en effet, quel que soit le matériel utilisé. De toute façon, la force qu'on développe est plus ou moins la même. Par contre, là où il y a un gros écart, c'est sur le temps réalisé. Forcément, quasiment 7 heures versus 5h30, ça fait presque 1h30 de débours, avec une dizaine de watts donc d'écart, vous l'avez compris, qui ne peuvent justifier un tel écart. Donc forcément, l'écart vient de l'utilisation du matériel. Donc oui les amis, il y a quand même une raison dans le fait d'investir autant d'argent dans des vélos en carbone très légers et modernes, puisque l'algorithme Otacam était programmé avec mon matériel habituel, qui est clairement beaucoup plus léger, et en plus de ça, sans tous les bagages additionnels, les vestes que j'avais prévues pour les descentes, les doubles bidons. Donc voilà, clairement, j'avais un gros débours de poids, et c'est ce qui explique la différence de résultat à la fin. Donc oui, il peut y avoir de gros écarts dans l'utilisation d'un matériel plutôt qu'un autre, mais le but était surtout de démontrer que l'on peut pour autant réaliser ce genre de compétition avec un matériel plus lourd, plus confortable, en prenant le temps et avec un autre état d'esprit. Donc voilà, mission accomplie, malgré les conditions, on a vraiment passé un bon moment, l'organisation était au top. Je dois dire que même la réception à l'arrivée avec la nourriture à l'italienne était vraiment délicieuse. On a vraiment été super bien accueillis et le décor est fabuleux. Donc les amis, si vous cherchez une cyclo dépaysante pas trop loin de chez nous, il suffit juste de traverser la frontière, on est toujours dans les Alpes. Je vous conseille l'année prochaine, pour varier les plaisirs, la Maratona des Dolomites. C'est vraiment magnifique, et j'ai fini par comprendre pourquoi le départ était donné à 6h30 du mat, parce que ça reste un gros chantier, près de 10 ascensions dans la journée, et oui, c'est un seul col hors catégorie, tout le reste c'est des montées qui sont relativement courtes, mais bien pentues, là aussi vous l'avez compris. J'attends que vous me donniez de nouveaux défis, de nouvelles idées. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié
mon effort sur cette cyclo pour pouvoir démontrer que c'est le bonhomme qui fait le coureur et non pas le vélo, même si évidemment il y a toujours une influence. Des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle pause café.